Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ta Naturo. Je suis Manon Vide, naturopathe, et j'ai deux missions. Vous accompagner vers plus de bien-être au naturel et accompagner les professionnels de la naturopathie en leur créant des outils pratiques et en leur partageant mon retour d'expérience de terrain. Dans cette vidéo, on va parler anamnèse en naturopathie et plus particulièrement, on va aborder le questionnaire. Comment poser les bonnes questions en consultation de naturopathie. Si tu es débutant en tant que praticien naturopathe, cette vidéo va sûrement grandement t'aider. Quand on parle d'anamnèse en naturopathie, on parle essentiellement du recueil de données. Finalement, anamnèse, j'aime pas trop ce mot, je trouve que ça fait très médical. Je préfère parler de recueil de données. Moi, quand j'ai débuté, je fonctionnais un petit peu à tâtons, bien que je sache schématiquement les sujets à aborder en consultation. J'abordais les questions un petit peu comme ça venait, en fonction des réponses du consultant, mais du coup, je perdais beaucoup de temps à chercher mes questions et au final, je me rendais compte a posteriori de la consultation qu'il me manquait des infos importantes pour pouvoir faire une analyse efficace et il a donc fallu que je pense à un questionnaire un peu plus élaboré. Dans ce questionnaire, il y aura 4 grandes parties à détailler. La première, c'est la raison de la consultation, l'historique de la plainte et l'objectif du consultant. L'objectif du consultant, c'est hyper important parce que c'est important de savoir ce qu'il attend de cette consultation et l'objectif que le consultant a n'est pas nécessairement l'objectif que vous, en tant que praticien, vous auriez eu si vous étiez à sa place. Donc il faut être attentif à l'objectif du consultant et bien s'y tenir. La deuxième grande partie de ce questionnaire, ça va être le contexte de vie du consultant. Il influe grandement sur l'apparition des troubles, sur les crises, sur l'évolution. Donc, on va éplucher l'ensemble du contexte de vie du consultant. La troisième grande partie, ça va être le fonctionnement du consultant au niveau physique, émotionnel et mental pour constater les manifestations des troubles, leur intensité, leur fréquence, vérifier l'efficacité des fonctions émotorielles, etc. Et puis, une partie plus diffuse tout au long de l'entretien qui consiste à observer le consultant et à repérer son tempérament, son attitude, sa constitution, etc. Donc cette partie-là, on ne va pas trop l'aborder puisque dans cette vidéo, on va surtout parler du questionnaire et des questions qu'on va poser au consultant. Commençons par tout ce qui va concerner le contexte de vie et plus particulièrement par la raison de la consultation. Comprendre l'historique du trouble, à savoir ce que le consultant attend de la séance et de l'accompagnement, c'est hyper important parce que ça va déterminer la tournure que va prendre l'entretien, mais aussi la tournure de l'accompagnement. Exemple, quand vous faites le bilan d'une personne, vous pouvez constater des sphères qui vont être à rééquilibrer, etc. Il faudra s'en servir, mais si l'objectif du consultant, par exemple, c'est de venir pour perdre du poids, il faudra que votre accompagnement prenne cette tournure-là, c'est-à-dire se diriger vers une tournure perte de poids et pas uniquement se focaliser vers l'équilibrage des sphères qui vous paraissent à vous importantes. Bien sûr, ce que vous allez repérer, ça va être important, mais il faut aussi prendre en compte ce que le consultant veut. La vie familiale, la vie sociale et la vie professionnelle. Donc on va commencer par parler de l'enfance. Pourquoi on parle de l'enfance? On ne demande pas aux gens de détailler et de donner trop de détails, ça prendrait beaucoup trop de temps, qu'ils nous racontent toute leur enfance. Mais ce qui nous intéresse, ça va être de savoir, est-ce qu'ils gardent un bon souvenir de cette période? Est-ce qu'il y a eu des événements qui auraient pu être traumatisants, qui auraient pu laisser des traces? Est-ce qu'il y a eu des problèmes relationnels? Est-ce qu'il y a eu des complexes? Des choses comme ça qui peuvent rester à l'âge adulte et venir de là. Donc c'est important un petit peu d'en savoir un peu plus sur l'enfance sans trop de détails. Donc je vous invite à dire à vos consultants de pas trop détailler, mais juste de savoir globalement, est-ce que votre enfance a été heureuse ou pas? Est-ce qu'il y a eu des événements compliqués à vivre pour vous à tous les niveaux, que ce soit scolaire, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de la santé, etc. La vie familiale, ça va être la vie familiale actuelle. On va chercher les sources de tension, de conflit, ou au contraire, les sources d'épanouissement pour essayer de voir si ce sont des sources de stress pour la personne.
Est-ce que la relation avec le mari, la femme se passe bien? Est-ce que la relation avec les enfants se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses compliquées? Et quelles sont-elles? Parce que ça peut être des grosses sources de stress pour la personne. Et comme on le sait, le stress est très déclencheur des troubles, des crises, etc. La vie sociale, c'est-à-dire est-ce que la personne sort, voit du monde, voit des amis, etc. On recherche un peu, est-ce que c'est une personne solitaire ou pas? Est-ce que c'est une personne bien entourée? Et si elle est solitaire, est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est une solitude subie? Ça, c'est important parce que des gens solitaires qui kiffent la solitude, il y en a plein. Mais s'ils la subissent, la solitude, s'ils aimeraient être entourés mais qui ne le sont pas, c'est pas du tout le même impact sur leur organisme. La vie professionnelle. On cherche à connaître le type de métier, l'épanouissement au travail, le contexte de travail. Est-ce que les relations dans le travail sont bonnes? Est-ce que c'est un métier sédentaire ou un métier actif? Est-ce que la personne se dépense dans ce métier? Est-ce qu'elle se déplace beaucoup, ce qui pourrait rendre la vie familiale compliquée? Où est-ce que mange la personne le midi? Comment elle fait pour manger, etc. Ça, c'est important de connaître ce contexte-là parce que lorsque vous allez donner des conseils alimentaires, faut que ce soit applicable. Il y a des gens dans leur métier, ils sont constamment obligés de manger au restaurant pour des dîners d'affaires, des choses comme ça. Et du coup, ça complique un petit peu la donne. Il va falloir s'adapter à ça dans les conseils alimentaires. Donc, ce contexte-là de vie professionnelle, il est important parce qu'on y passe beaucoup de temps à son travail. Donc, c'est important de bien le détailler. Passons maintenant aux antécédents et au suivi médical du consultant. Donc, on cherche à connaître le passé médical, les éventuels traitements, les compléments qu'il prend déjà. Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce qu'il a des maladies? Est-ce qu'il s'est déjà fait opérer, etc. Savoir un petit peu quel est son contexte au niveau de la santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une santé un petit peu fragile, qui a déjà eu beaucoup de problèmes de santé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une santé de fer et qui n'a pas eu beaucoup de troubles jusqu'à maintenant? On essaie aussi de repérer les antécédents familiaux, les parents, les grands-parents, la fratrie, pour essayer de voir s'il y a des types de troubles qui pourraient avoir une part de génétique et qui pourraient affecter le consultant. Par la suite, on peut passer à l'activité physique qu'exerce la personne dans son quotidien et à ses hobbies, ses passions, ce qui l'intéresse. On cherche à savoir si la personne se bouge, à quelle fréquence, à quelle intensité. C'est pas nécessairement du sport, il y a des activités, il y a des gens qui jardinent tout le temps, toute l'année, évidemment plus automne, printemps et été, mais globalement qui passent beaucoup de temps dans leur jardin et ça c'est une activité physique au-delà du sport par exemple. On cherche aussi à savoir quels sont les hobbies de la personne parce que les passions, les hobbies, ce sont des sources d'apaisement pour la personne et ça peut être des sources des leviers de relaxation dans l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer à la personne. Il y a beaucoup de gens qui ont des hobbies, mais qui finalement y consacrent peu de temps parce qu'ils consacrent peu de temps à leur propre bien-être et savoir ce qui les intéresse et ce qu'ils aiment, ça va être intéressant pour pouvoir individualiser l'accompagnement et chercher des sources de bien-être dans leur quotidien. On peut aussi questionner la personne sur son habitat. Ça nous permet de savoir le contexte géographique, mais également l'épanouissement qui émane de cet habitat. Est-ce que la personne se plaît dans son habitat, sa maison, son appartement? Est-ce qu'elle est bien située? Est-ce qu'elle se sent bien tout simplement? Ou est-ce que c'est un endroit qu'elle n'aime pas du tout et où elle se sent pas bien? C'est pareil, ça peut être une source de stress. Également, au niveau du contexte géographique, on peut habiter dans des lieux qui sont plus ou moins pollués, etc., ou entourés de champs où il y a des pesticides qui sont pulvérisés, etc. Donc ça peut influer sur la santé de la personne. On va aussi questionner la personne sur son sommeil. Et ça, c'est important parce que le sommeil, c'est un pilier vital. Si on ne dort pas, on ne vit pas. Je pense que les gens n'en ont pas suffisamment conscience. Donc, on cherche à savoir si le sommeil est de qualité et s'il est suffisant en quantité. Le sommeil, c'est là où la personne va se régénérer. Le repos, c'est extrêmement important. Donc, on cherche à savoir quelle est la qualité et la quantité de ce sommeil ou du repos en général. Ça comprend également les siestes et les temps de repos.
On peut ensuite questionner la personne sur l'hydratation. Là aussi, c'est un pilier vital. Sans hydratation, pas de vie. En ne buvant pas, on meurt en quelques jours, hein. Donc, c'est pareil, les gens n'ont pas suffisamment conscience de ça. On cherche à connaître la qualité, la quantité, le contexte, etc. Qu'est-ce que boit la personne? Quand? Est-ce qu'elle boit des grosses quantités, des petites quantités? Est-ce qu'elle boit suffisamment? Est-ce qu'elle boit au moment du repas, pas au moment du repas, etc. Tout ça est important. Et surtout, est-ce qu'elle boit de l'eau? Parce que la plupart des gens, ils boivent beaucoup de choses, mais finalement peu d'eau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau. L'alimentation. Donc là, ça va être une grosse part de votre questionnaire. Parce que c'est un paramètre important qui influe énormément sur la santé, sur le bien-être des personnes. Et ça, c'est pareil. Peu de gens en ont vraiment conscience. Donc l'alimentation, c'est aussi un pilier vital. Et on décortique tout. La qualité, la quantité, l'équilibre alimentaire, la façon de cuisiner, la fréquence en fonction du type d'aliment, les cuissons, etc. Mais on va aussi questionner la personne sur ses goûts et aussi sur le fait, est-ce que c'est elle qui fait les courses, est-ce que c'est elle qui fait à manger à la maison? Parce que ça, c'est important. Si c'est pas elle qui fait les courses et si c'est pas elle qui fait à manger, on va avoir moins de facilité à initier des changements, puisqu'elle n'est pas maîtresse finalement de ce qui se retrouve dans le frigo et de ce qui se retrouve dans son assiette. Vous pouvez aussi suggérer à votre consultant de s'auto-évaluer sur la question. Ça donne une bonne estimation du niveau de conscience de la personne sur ce qu'elle fait. Y a des gens, ils se mettent une bonne note. Si vous leur dites, donnez-vous une note d'hygiène alimentaire entre 1 et 10. Si vous dites 8 et que quand vous faites le détail et que vous questionnez les détails de l'alimentation, vous vous rendez compte que ça va pas du tout et que on est très très loin du 8 ou du 9 ou du 10, ça montre que la personne n'a pas conscience finalement. Alors que d'autres font des choses qui sont plutôt délétères pour elles et elles en ont conscience, c'est-à-dire que si elles s'auto-évaluent en mettant, moi en alimentation je me mets 4, ça veut dire que la personne elle a conscience qu'elle ne fait pas ce qu'il faut et que sûrement elle est prête à changer. Donc là, avec toutes ces questions, on a fait le tour du contexte de vie de la personne et de tout ce qui va influer sur son fonctionnement. On va passer maintenant à la deuxième grande partie qui est le fonctionnement global de l'organisme du consultant. Et on va commencer par la digestion. La digestion, c'est hyper important, d'une part parce que c'est une fonction émonctorielle, donc un système d'organes qui gère les déchets en grosse quantité finalement. Et c'est souvent la digestion le point de départ de nombreux problèmes. Donc on cherche à identifier la fréquence des selles, leur couleur, leur consistance. Ça va un petit peu nous indiquer comment ça se passe au niveau digestif. Et on cherche aussi également les douleurs, les signes de troubles digestifs à tous les niveaux, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau du foie et même au niveau bucco-dentaire, puisque finalement la digestion ça commence par ingurgiter au niveau de la bouche. Donc on cherche également les problèmes bucco-dentaires qui pourraient gêner au niveau de la digestion. C'est vraiment un paramètre extrêmement important et il faut commencer par ça parce que c'est souvent le point de départ de nombreux problèmes. Ensuite, on peut passer aux téguments. Les téguments, donc c'est la peau, les cheveux, les ongles, etc. Là aussi, c'est important parce que c'est une fonction émonctorielle également. Et, enfin, la peau, en tout cas. Et c'est le reflet souvent de l'état général. L'état de peau est souvent le reflet de l'état général, donc ça vaut le coup d'investiguer un petit peu de ce côté-là. On cherche le type de peau, l'état, le teint, on regarde le teint, les cernes, etc. et la présence de troubles cutanés. On inspecte également les ongles, on questionne la personne aussi sur ses cheveux, est-ce qu'elle les perd, est-ce qu'ils sont cassants, est-ce qu'ils sont pas beaux selon elle ou ils semblent pas en bonne santé. Ça aussi c'est révélateur de l'état de l'organisme de la personne. Passons maintenant au fonctionnement pulmonaire. Là aussi, c'est un pilier vital puisque si on ne respire pas, on ne vit pas. Et c'est également une fonction émonctorielle, donc hyper important. On cherche la qualité de la respiration, l'essoufflement, est-ce qu'il y a un tabagisme ou est-ce qu'il y a eu un tabagisme dans la vie, est-ce qu'il y a la présence de polluants volatiles dans le contexte, etc. Tout ce qui peut impacter la respiration au quotidien. Au niveau respiratoire, on va aussi chercher à savoir si la personne elle respire profondément, si elle pense qu'elle a une respiration suffisante ou si elle est facilement essoufflée, etc.
Passons maintenant à la sphère urinaire. La sphère urinaire, c'est également hyper important puisque c'est une fonction émonctorielle de gros niveau également. Et on recherche les troubles et on inspecte la qualité des urines, la couleur, l'odeur, la quantité. Alors évidemment, l'odeur, c'est jamais hyper agréable, l'odeur de pipi, mais clairement, s'il y a des odeurs intenables, c'est pas normal. Donc c'est assez révélateur qu'il y a un problème. Donc il faut tout inspecter également au niveau urinaire parce que cette fonction émonctorielle-là est très importante. Ensuite, au niveau cardiovasculaire et circulatoire, pas de bonne santé sans bonne circulation sanguine et lymphatique. On cherche d'éventuels troubles du rythme, comme des palpitations, des choses comme ça, qui seraient révélatrices de stress. On cherche chez la personne à de la rétention d'eau, des varices, des lourdeurs dans les jambes, qui montreraient qu'il y a une mauvaise circulation à la fois veineuse et lymphatique. Et là aussi, la sphère cardiovasculaire et circulatoire peut être lourdement impactée par le stress. Ça peut créer des hypertensions artérielles, etc. ou des palpitations. Le système immunitaire, donc on cherche la présence de maladies auto-immunes, d'une part, et puis on cherche également d'éventuelles faiblesses du système immunitaire, particulièrement en période hivernale ou en période d'épidémie. Est-ce que la personne est une personne qui est facilement malade, qui est facilement enrhumée, qui a des angines à répétition, des choses comme ça? Ça montre que son système immunitaire n'est pas d'une grande qualité et que son corps a du mal à se défendre et dès qu'il y a un microbe qui passe, il est pour elle, quoi. Les maux de tête, c'est pas une sphère en soi, mais c'est souvent révélateur de nombreux troubles. Donc c'est important de poser la question sur les maux de tête aux gens. Est-ce qu'ils ont des maux de tête et quel type? De simples céphalées jusqu'aux migraines, etc. Et comment ils se calment? Et selon eux, quelles sont les circonstances d'apparition? Parce que les circonstances d'apparition, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû au cervical, ça peut être dû au sinus, ça peut être dû à énormément de choses, les maux de tête. Mais ça vaut le coup de poser la question et surtout de savoir comment elle se soulage, la personne, parce que y a des gens qui ont souvent des maux de tête et qui prennent du coup pas mal de paracétamol. Le paracétamol, ça impacte beaucoup le foie. Hein. Et c'est pas un traitement qu'ils vont vous citer quand vous allez leur demander les traitements habituels qu'ils prennent, tout simplement parce que c'est pas un traitement du quotidien où on prend une pilule chaque jour ou 3 pilules par jour, etc. C'est un traitement qu'on prend au coup par coup à chaque maux de tête. Donc souvent, les gens, ils pensent pas à leur consommation d'antidouleurs quand on leur pose la question des traitements qu'ils prennent habituellement. Donc ça vaut le coup de poser la question. L'appareil locomoteur ensuite, donc là aussi on recherche la présence de maladies ou de troubles, l'arthrose, l'ostéoporose, les crampes, les douleurs musculaires, articulaires, et on essaie de localiser les douleurs. Si vous avez un petit schéma, un bonhomme où vous pouvez faire des petites croix là où il y a des douleurs, des petites flèches, c'est hyper rapide, donc ça peut être intéressant. Passons maintenant à un gros morceau, c'est le stress et le système nerveux de la personne. Donc c'est hyper important, on l'a dit depuis le début, puisque ça impacte tout le reste. Et c'est souvent un déclencheur sur un terrain fragile. La personne, est-ce qu'elle se sent stressée au niveau chronique? Et si c'est le cas, pourquoi? Quelles sont les raisons de son stress? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Et jusqu'à quel point? Est-ce que ça va jusqu'aux crises d'angoisse, etc. Et dans quel état d'esprit se trouve-t-elle? Est-ce que c'est une personne globalement qui se sent joyeuse, qui se sent apaisée, qui se sent en colère, qui est triste, qui est mélancolique? Ça vaut le coup de le savoir aussi parce que tout ça impacte le reste du fonctionnement du corps. Au niveau du système nerveux, est-ce qu'il y a des retentissements de ce stress sur l'efficacité cognitive? Par exemple, les personnes qui cherchent leurs mots, qui ont des difficultés à réfléchir, qui ont des difficultés à tenir un raisonnement ou qui ont des troubles de la mémoire, ça peut être le stress, lorsqu'il y a un stress important, qui crée ces symptômes-là. Donc ça vaut le coup de poser également la question. Ça montre aussi l'intensité du stress et ça montre aussi que les hormones du stress commencent un petit peu à attaquer le cerveau, quoi. Le système hormonal, gros morceau également, particulièrement chez les femmes. Donc, on va s'intéresser au cycle et à sa régularité chez les dames, le mode de contraception, pardon. Et pas seulement, on va également chercher à savoir s'il y a des troubles de la thyroïde, etc.
pour revenir au cycle, ce qui va être important, ça va être de savoir où elle en est la personne de son cycle. Est-ce qu'elle se dirige vers la ménopause? Est-ce qu'elle cherche à avoir un enfant? Comment est son cycle? Est-ce qu'elle est sous contraception hormonale qui du coup biaise complètement le cycle? Il n'y a plus de cycle en fait quand on a une contraception hormonale. Donc ça peut... les hormones, elles ont un tel impact sur le fonctionnement du corps que c'est intéressant de poser ces questions-là. Est-ce qu'il y a un syndrome prémenstruel? Est-ce qu'il y a des maladies liées aux hormones féminines, etc. Parce que ça a un très très lourd impact sur le reste. Ensuite, au final, on va essayer d'estimer en tant que praticien naturopathe, après ce bilan, l'énergie vitale du consultant, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui a la patate, où on sent que son corps c'est un corps qui a la patate, même un mental qui a la patate et une bonne énergie, ou est-ce que c'est une personne qui visiblement est fatiguée à la fois lorsqu'on la regarde et à la fois dans la description qu'elle fait de son fonctionnement. C'est important parce que là aussi ça va déterminer la tournure que va prendre l'accompagnement, à savoir est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu de nettoyage, de détox ou pas du tout parce que la personne elle est trop fatiguée et que ça pourrait être contre-productif d'essayer de faire du nettoyage lorsque la personne n'a pas suffisamment d'énergie vitale pour ça. Ça pourrait la fatiguer encore plus. Donc si c'est le cas, si la personne est extrêmement fatiguée, l'objectif de l'accompagnement dans un premier temps, ça va être de lui redonner de l'énergie. Donc c'est important d'estimer, après tout ce bilan, après toutes ces questions, estimer l'énergie vitale de votre consultant en prenant tous ces paramètres en compte, tous ceux qu'on a cités. Donc après tout ça, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour travailler et analyser le cas en couplant les réponses du questionnaire à l'observation de ton consultant et aussi à ton instinct professionnel et aux connaissances que tu as. Donc c'est vraiment l'anamnèse, il y a le recueil de données par le questionnaire, le recueil de données par l'observation et puis ton instinct. Il y a des choses, on les sent pas. Et ben, écoutez-vous aussi, écoutez-vous. Si vous le sentez pas, si vous pensez que vous pouvez pas diriger l'accompagnement vers de la détox, par exemple, parce que vous le sentez pas, même si au final il n'y a pas trop mal d'énergie vitale, etc. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Voilà. Il faut vous écouter également en tant que praticien et écouter votre instinct. Donc, idéalement, pour revenir au questionnaire, il vaut mieux avoir un questionnaire tout prêt parce que ça t'évite de t'éparpiller, de garder une structure, une trame et que ça t'assure d'avoir des infos essentielles sans rien oublier et sans perdre de temps à chercher des questions dans ta tête. Et là, j'ai la solution pour toi, c'est la trame de consultation Tanaturo. C'est un questionnaire complet pour une anamnèse efficace, basique. Donc, c'est pas spécialisé sur certains domaines, pour les enfants, pour les adultes, etc. C'est un questionnaire de base pour une consultation qui durera 1h30 avec l'ensemble des thématiques que j'ai abordées ici dans cette vidéo, qui sont détaillées sous forme de questions, de cases à cocher, de cases à remplir, pour gagner du temps. Donc, et cerise sur le gâteau, tu peux même le remplir sur ton ordinateur. Donc, du coup, tu peux faire ton anamnèse en checkant sur ton ordinateur des cases à cocher, des cases à remplir. Et du coup, tu vas gagner beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment hyper intéressant d'utiliser ce genre d'outil que j'ai pu créer sur la boutique Tanaturo. Donc, comme je viens de te le dire, tu peux retrouver cet outil professionnel sur la boutique Tanaturo et tu trouveras le lien pour accéder en description, juste en dessous. En plus, il est à prix tout doux, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'emmerder, clairement. Voilà. Voilà, on a fait le tour en ce qui concerne l'interrogatoire lors de la consultation en naturopathie. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra te faire avancer. Je t'invite à aller jeter un œil sur la boutique Tanaturo pour pouvoir voir les nombreux outils professionnels que tu pourras y retrouver. Pour voir plus de vidéos concernant la naturopathie, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche. Je te dis à bientôt. Bye bye.